Également, elle est une question d'actualité. Quand vous ouvrez la télévision, chaque jour, vous voyez la question palestinienne. Alors, et je me sens un peu à l'aise parce qu'il y a un docteur également qui est là, qui était à l'Iran. Donc je pense qu'il a des informations beaucoup plus plausibles. Voilà, donc je sais qu'il va apporter également son grain de sel par rapport à cette question. C'est la décolonisation, n'est-ce pas, donc au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Très bien. Alors donc, on ne peut pas remonter la question loin parce qu'on n'a pas assez de temps, mais la question date depuis l'Antiquité que les deux parties cohabitaient ensemble, c'est-à-dire les Juifs et les Arabes. Mais les Arabes prendront le nom arabe à partir du 7e siècle avec la naissance de l'Islam. Oui, très bien, parce que l'Islam a vu le jour fin 6e siècle, début 7e siècle. Et c'est dans ce contexte que les Arabes prendront le nom arabe à partir du 7e siècle. Et les Juifs et les Arabes avaient le même ancêtre, c'est le prophète Abraham. Alors c'est pourquoi donc, lorsque le peuple juif a été persécuté en Palestine par les Romains, ce sont les Romains qui sont les premiers à persécuter les Juifs. Et les Juifs vont, n'est-ce pas, donc s'éparpiller un peu partout dans le monde. Et ils seront également persécutés en Égypte. Et c'est dans ce contexte que Dieu va demander au prophète Moïse de prendre le peuple juif et de le conduire vers la terre promise. Et quand vous suivez bien, Moïse, c'est vrai qu'il avait réussi à prendre le peuple juif en Égypte. Mais Dieu ne l'a pas lui laissé exécuter la mission jusqu'au bout. Moïse est mort sans avoir vu la terre promise. Et c'est ça la complication de la question palestinienne. Parce que Dieu lui dit, prenez-moi le peuple juif persécuté en Égypte et amenez-le-moi vers la terre promise. Mais Dieu ne l'a pas laissé exécuter la mission jusqu'au bout. Parce que Moïse est mort sans avoir vu la terre promise. Après avoir dépassé ensemble la mer Rouge, Dieu a retiré l'âme du prophète Moïse. Mais Moïse, avant de mourir, il dit au peuple juif, continuez, c'est là-bas, mais c'est vague. Et les Juifs vont venir, n'est-ce pas, donc trouver les Arabes. On a vendu des lopins de terre aux Arabes. On a permis aux Arabes de mieux s'installer, n'est-ce pas, aux Juifs, de mieux s'installer. Mais quand les Juifs là commencé à venir massivement, quand les Juifs ont commencé à imposer leur culture, la langue hébreu comme étant la langue officielle, les Arabes vont dire non, ces gens-là, nous les avons acceptés au début, mais ils veulent nous prendre le dessus. Et c'est comme ça que les Arabes vont contester à l'arrivée massive des Juifs en Palestine. Et Théodore Herzl va publier l'État juif. En quelle année, mon ami? 1800, très bien. En 1896, Théodore Herzl a publié l'État juif pour dire à la communauté internationale que les Juifs veulent rentrer en Palestine, les Arabes ne veulent pas. De grâce, la communauté internationale n'a qu'à militer en faveur de la création d'un État juif en Palestine. Et un an également, nous avons assisté à ce qu'on appelle le congrès de très bien, le congrès de Bâle. Bâle, c'est en Suisse. Et tous les Juifs du monde entier vont se donner rendez-vous à Bâle. Et durant cette période, la France venait de persécuter Dreyfus, un officier français, un officier juif, qui avait conduit la France durant la guerre qui lui avait opposée contre l'Allemagne. L'Allemagne a battu la France, l'Allemagne a humilié la France. La France, au lieu de tirer les leçons de cet échec, la France a dit que c'est Dreyfus. Dreyfus a été arrêté
il a été malmené, il a été empris. C'est ça qui va faire sortir Émile Zola. Vous le connaissez? Il est de quel siècle? Zola. Hein? Il est du 19e siècle. Zola va sortir de sa tour d'ivoire. Zola va publier un article de presse qu'il a intitulé J'accuse. Il dit la France tant vantée dans le monde. La France qui a longtemps combattu pour le triomphe des droits de l'homme. La France qui a fait la grande révolution de 1789. Il dit c'est cette même France-là aujourd'hui qui veut se transformer en ségrégation raciale. Il dit si Dreyfus a été arrêté et malmené, c'est pas parce qu'il est responsable de la défaite, mais c'est parce qu'il est d'origine. C'est parce qu'il est d'origine juive. Maintenant, les juifs qui se sont réunis à Bâle ont dit nous sommes persécutés en France, nous sommes persécutés en Allemagne, nous sommes persécutés aux États-Unis, mais rentrons, c'est nous. C'est ça qu'on appelle le sionisme. Le sionisme veut dire tout simplement le départ des juifs vers ce qu'ils considèrent leur terre promise. Et ces gens-là vont rentrer, mais malheureusement, ils vont être contestés par les Arabes. Les Arabes ne veulent pas le retour des Juifs en Palestine. Et c'est comme ça. Pourquoi donc la Grande-Bretagne va se retirer? Parce que les Juifs, quand on les avait, n'est-ce pas, donc refusé d'y accéder, n'est-ce pas, ils vont commenter des attentats. Et l'attentat le plus sanglant va être à l'hôtel King David, qui a provoqué 110 morts parmi les Anglais. C'est pourquoi donc les Anglais vont remettre le dossier à l'ONU. Et l'ONU va voter faire le partage. Hein? 45% des terres aux Arabes, très bien, et 55% des terres aux Juifs. Alors que les Arabes pouvaient faire 2 fois plus nombreux que les Juifs. Et c'est un partage inégal. Et David Ben Gourion va profiter de ce partage-là pour, n'est-ce pas, donc proclamer l'État juif à partir du 14 mai 1948. Et le lendemain 15 mai, les Arabes ont attaqué Israël. Ce sont les guerres israélo-arabes. La première guerre, la guerre de 1948. Et c'est cette guerre-là qu'on appelle la Nakba en arabe. La Nakba veut dire tout simplement la grande catastrophe juive. Alors, et malheureusement, les Arabes ont été battus. Ils ont dit, on a été battus, on va attaquer une deuxième fois. Ils vont attendre en 1967. Mais malheureusement également, malgré tout le bruit qu'ils ont fait, les Arabes ont été battus par Israël. Et Israël va profiter de sa position de force. Israël va prendre le plateau de Golan, une partie de la bande de Gaza, la ville de Kounetra, le Sinaï, Jérusalem, très bien. Et maintenant, ils auront 78% des terres, 23% de plus. Alors, les Arabes ont dit on a été vaincus encore en 67. Nous allons attaquer une dernière fois, mais cette fois-ci, nous allons attaquer l'ennemi par surprise. Ils vont attendre la fête du Kippour en 73. Oui, et c'est un peu comme la Tabaski chez nous. Hein. Chaque année, on célèbre la fête de Tabaski. Les Juifs également vont célébrer la fête du Kippour. Au moment où les Juifs ont porté le plus beau habit, hein, qui disait Palma, c'est en ce moment que les Arabes ont attaqué. Et ils ont raison d'attaquer ce jour-là parce que le déroulement des opérations militaires sur le terrain avait montré que l'armée israélienne n'était pas invulnérable. Les Arabes étaient sur le point de remporter la guerre. Mais malheureusement, il y a eu l'intervention des Américains. Les Américains qui ont excité le cessez-le-feu. Jusqu'à ce que l'armée israélienne va se réorganiser, elle va violer le cessez-le-feu, contre-attaquer les Palestiniens et remporter la guerre du Kippour. Les Arabes ont dit non. Si nous avons perdu cette guerre-là, c'est principalement à cause des États. Nous allons punir les États-Unis et de façon opposée à le monde occidental. C'est pourquoi donc ils vont se réunir à Kuwait City pour déclencher le premier choc pétrolier à partir de 1973. Donc le premier choc pétrolier a eu lieu en 1973 et ils veulent faire mal à Washington.
Et les gens ont dit, les gens ont compris, les Américains ont compris même. Et tout le monde disait que les Américains sont derrière Israël. Parce que les gens disaient que Israël est le bébé des États-Unis. Et les gens ont dit, et les Américains ont dit, pour corriger leur image, ils ont dit toutes sortes de problèmes à une Soli. Et c'est dans ce contexte qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle les tentatives de solution. Et les premières négociations ont débuté principalement dans les années 60. Dans les années 70, après la mort de Gamal Abdel. Très bien. Nasser est mort en 1970. Il a été remplacé par le président Anwar el-Sadat. Mais lorsque Sadat est arrivé au pouvoir, Sadat est parti tendre la main à l'État israélien, ce qui n'a jamais été fait. Il est parti, il s'est dirigé vers le diable, parce que Israël, les Arabes considéraient Israël comme étant le diable. Ils étaient partis signer ce qu'on appelle les accords de Camp. Très bien, les accords de Camp David à partir de 1978. Maintenant, dans le monde arabe, les gens ont dit non. Israël d'abord a dit à l'Égypte, puisque vous revenez à de meilleurs sentiments, donc je vous restitue le Sinaï. Et le Sinaï a été confisqué pendant la guerre des 6. Très bien, pendant la guerre des 6 jours. Maintenant, dans le monde arabe, les gens ont dit non. Pourquoi Sadat est parti négocier avec le diable? Pourquoi Sadat est parti signer les accords de Camp David? Eh bien, Sadat a été considéré comme étant un traître. Et je disais la fois passée que l'arabe est rancunier. Quand l'arabe garde un contre toi, il ne laisse passer que difficilement. Et c'est quand que les arabes portent contre Sadat va lui valoir son assassinat à partir de 1981 par les frères musulmans. Très bien, les frères musulmans. Ce sont les frères musulmans qui ont tué ça. Mais avec l'assassinat de Sadat, on a assisté à ce qu'on appelle la perturbation de la paix. Et nous avons également les massacres de Chadra et de Shatila qui ont fait 1500 morts du côté palestinien. Et si nous dépassons ça, il y a eu la première guerre du Golfe en 1991. Et quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, les Américains ont dit à Saddam, quittez le Koweït parce qu'un État membre de l'ONU ne doit pas occuper un autre État membre. Saddam dit aux États-Unis, je ne quitterai pas le Koweït parce que le Koweït est une province irakienne. Moi, je ne vais pas quitter le Koweït. Les Américains ont dit à Saddam Hussein, nous vous donnons un ultimatum jusqu'au 15 janvier à minuit. Si vous ne quittez pas le Koweït, nous, Américains, nous allons vous larguer des bombes. Saddam a fait la dure tête. Au 15 janvier, il n'a pas voulu quitter le Koweït. À minuit 16 secondes, les Américains vont lancer ce qu'on appelle l'opération appelée Tempête du désert. Et ils ont largué des tonnes et des tonnes de bombes en Koweït. Et le lendemain matin, partout dans le monde arabe, les gens brûlaient le drapeau américain, le drapeau français, le drapeau israélien, le drapeau espagnol en guise de contestation. Et c'est en 1991 également que les forces armées sénégalaises ont été également attribuées le nom de Djambar. Parce que le Sénégal a pris part à cette guerre-là, à côté de la coalition alliée, en amenant là-bas presque 500 soldats, dont 100 seront massacrés par un missile irakien. C'est là-bas qu'on leur a donné le nom de Djambar en 1991. Alors, et les Américains ont compris. Ils se disaient que nous sommes mal vus dans le monde. Et c'est pourquoi, après la fin de la première guerre du Golfe en 1991, les Américains eux-mêmes vont convoquer la conférence de Madrid. Et cette conférence de Madrid va se poursuivre en Finlande pour donner naissance à ce qu'on appelle les accords d'Oslo. Oslo 1 et Oslo. Très bien, Oslo 2. Et avec les accords d'Oslo, tout le monde avait dit la question palestinienne allait enfin être réglée. Parce que pour la première fois dans l'histoire de ces deux peuples, qu'Israël a accepté l'OLP de Yasser Arafat comme étant le représentant légitime du peuple palestinien. La Palestine également a reconnu le droit à Israël d'exister en tant qu'État. Les gens ont dit vraiment c'est un grand pas vers la résolution du conflit. Mais malheureusement, quelques années plus tard, 94-95, on va assister à ce qu'on appelle l'assassinat du premier ministre israélien Isaac
Issa Rabin, très bien. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de son assassinat? Vous savez, avec les accords d'Oslo, les accords d'Oslo ont été suivis par la visite de ces deux hommes aux États-Unis. Et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin va serrer la main de Yasser Arafat publiquement. Et toutes les chaînes du monde entier ont relayé cet événement-là. Yitzhak Rabin donne la main à Yasser Arafat. Mais malheureusement, cette poignée de Rabin à Arafat n'avait pas pris à beaucoup d'Israéliens. Les gens ont dit Rabin ne devait pas serrer la main de Yasser Arafat parce que la main de Yasser Arafat est une main entassée de sang. C'est une main de sang et une main de sang ne doit pas serrer à une main de repos. Et ils n'ont rien dit. Quand Rabin est rentré chez lui, Rabin va organiser une grande cérémonie de la paix. Les gens vont prononcer des discours. Arrive maintenant le tour d'Yitzhak Rabin. Et Rabin était le dernier à prendre la parole. Et quand il a fini son discours en faveur de la paix, il a même amorcé une belle chanson de la paix. Mais malheureusement, cette chanson de la paix sera ses derniers mots. Lorsqu'il a fini de chanter, il tourna le dos, il a 2-3 pas, il a été assassiné par un extrémiste israélien. Oui, et les gens ont pleuré, le Sénégal a pleuré la perte de cet homme. La France, les États-Unis, même le président Bill Clinton avait versé des larmes ce jour-là. Et même moi, j'avais pleuré ce jour-là. Oui. Parce que Rabin était un homme bon. Il était d'une générosité infinie. Alors, malgré sa mort, les Américains n'ont pas voulu baisser les bras. En rapport avec l'ONU, la Russie et l'Union européenne, ils vont mettre en place ce qu'on appelle la feuille 2. Ils vont mettre en place à ce qu'on appelle le quartet. Et le quartet va mettre en place ce qu'on appelle la feuille de route. Mais malheureusement, l'application de cette feuille de route a coïncidé avec l'arrivée au pouvoir d'Ariel Sharon. Voilà un autre guerrier. Et Sharon a fait 8 ans de coma, Ariel Sharon. Et comment il a été assassiné? Très tôt le matin. Et comment Ariel Sharon, c'était lui qui avait mis en place une politique d'assassinat des leaders palestiniens. Il avait dit que les accords d'Oslo sont la plus grande catastrophe. Et c'est celui-là, Ariel Sharon, qui était à l'origine de la mort de Sheikh Yassin. Et comment il a assassiné? Très tôt le matin. Après la prière du Fajr, le vieux était parti prier. Et quand il a fini de prier, à peu près à 10 mètres de la mosquée, il y avait un hélicoptère juif qui l'attendait. C'est cet hélicoptère qu'il a assassiné. Et c'est une mort décourageante. Les gens étaient découragés. Parce que les jeunes Palestiniens, s'identifiaient à ce vieux-là, Sheikh Yassin. Et Sharon également fera la même chose également à Yasser Arafat. Yasser Arafat, il a été assassiné en 2004. Donc en 2004, il a tué Sheikh Yassin, il a tué également Yasser Arafat. Donc depuis lors, les gens avaient cru que la Palestine allait connaître la question, allait connaître ce qu'on appelle un dénouement heureux. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on ne connaît pas, n'est-ce pas? Donc cette question ne connaîtra jamais la paix, parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Je pense que le docteur il pourra peut-être un peu expliquer sur le problème de l'Iran. On aurait dit également avec la révolution iranienne en 1979, avec l'aide de la Roumanie, n'est-ce pas, donc, qui avait renversé le Shah. Et le Shah était un pro-américain. N'est-ce pas, donc les Américains finalement vont juger de faire quoi? Les Américains vont également tenter, n'est-ce pas, donc de mener une campagne de diabolisation qui va aboutir à la destitution, n'est-ce pas, donc de Roumanie au pouvoir, l'aide de la Roumanie. Alors donc c'est un peu ça, de façon un peu péremptoire, de façon un peu résumée, cette question palestinienne.